Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet alors. Je vais quand même, on va dire, céder aux usages, mais très rapidement, parce que ça fait déjà 3 fois que vous entendez des remerciements. Donc, et puis je ne vais pas me remercier moi-même, mais merci surtout à Constance qui a accepté de participer, qui a eu cette idée et on a pu monter ce colloque tous les deux. Merci surtout au public et aux intervenants qui ont réussi pour un certain nombre à braver quand même les grèves pour venir jusque-là. Je sais que certains ont pris le bus pendant 12 heures pour arriver ici. Donc se sont levés extrêmement tôt, donc merci beaucoup. Et j'espère que nos travaux seront à la hauteur du temps que vous avez passé dans les transports. En tout cas, que voilà, le déplacement vaudra le coup. Alors, je me propose d'apporter quelques propos assez généraux et introductifs sur l'agence Frontex, sur la réforme de l'agence Frontex, pour introduire les travaux. Donc je vais rester finalement assez superficiel, puisque les questions de fond seront véritablement abordées par la suite dans les différentes interventions. Alors, je vais commencer par quelque chose de très connu, vous allez voir. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Combien de fois, je m'adresse ici aux collègues, avons-nous lu cette citation issue de la déclaration Schuman de 1950 en préambule d'une introduction de dissertation, qui n'était pas toujours très très bonne d'ailleurs dans ces cas-là. Quand ça commence comme ça, on est un peu prudent. Pourtant, cette phrase, me semble-t-il, synthétise parfaitement la méthode fonctionnaliste et s'applique parfaitement bien à l'agence Frontex. Pourquoi ? Alors, d'abord quelques mots sur cette méthode fonctionnaliste. Qu'est-ce que c'est ? La méthode fonctionnaliste, c'est une méthode donc d'intégration des systèmes juridiques qui s'appuie sur des réalisations concrètes, ciblées, qui sont rendues possibles par la mise en place d'institutions pérennes qui sont chargées de se substituer progressivement aux États pour régir le domaine qui en fait l'objet. Donc c'est ce qu'on a fait au tout début avec la CK et le charbon et l'acier. Et l'idée, c'est que ces réalisations concrètes doivent permettre de créer donc les fameuses solidarités de fait, censées entraîner par un mécanisme de spillover la contagion de nouveaux domaines qui vont être générateurs eux-mêmes de nouvelles solidarités de fait. Bref, le fonctionnalisme, c'est un mécanisme dynamique dont l'objectif à long terme était très clair dans l'esprit des pères fondateurs. Il s'agissait ici, je recite le discours de l'horloge, il s'agissait de réaliser les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Donc la méthode fonctionnaliste peut suivre un objectif clair. Je ne suis pas sûr que nos dirigeants politiques actuels aient les objectifs aussi clairs que ce que pouvaient l'avoir les pères fondateurs de l'Europe. Quoi qu'il en soit, on passe souvent sous silence le fait que le recours à la méthode fonctionnaliste présente un avantage certain, celui de faire progresser l'intégration discrètement, sans avoir besoin de déterminer un cap précis. En somme, la méthode fonctionnaliste devait nous faire passer de proche en proche de la CK à une fédération européenne, sans qu'on s'en rende compte. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça, et que cette méthode fonctionnaliste, elle a finalement buté sur un obstacle, c'est le passage de l'intégration à des domaines techniques et économiques à des domaines politiques, au sens de non économique. C'est ainsi que l'Union européenne continue de produire du droit, des institutions, des mécanismes juridiques, sans pour autant qu'il y ait véritablement d'accord clair et unanime des États sur les choix politiques censés guider ce mécanisme. Et la création de l'agence Frontex, chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union, et sa réforme récente par le règlement de 2016, me semble constituer une illustration parfaite des mérites de cette méthode fonctionnaliste et de ses faiblesses. Alors, de mon point de vue, cette agence constitue le produit presque idéal de la méthode fonctionnaliste, en ce qu'elle est le résultat de solidarité de fait et apparaît en mesure de provoquer de nouvelles avancées de l'intégration européenne. Mais dans le même temps, Frontex et sa réforme illustrent également parfaitement les limites de la méthode fonctionnaliste, qui conduit à se concentrer sur la mise en place de dispositifs techniques sans aborder frontalement la question des valeurs et de la direction dans laquelle on avance. Quelques mots d'abord sur justement cette idée de Frontex comme création idéale du fonctionnalisme. Alors, la création de Frontex et sa réforme, en fait, sont le résultat d'un enchaînement presque mécanique d'avancées de l'intégration, de situations, de difficultés auxquelles ont été confrontés les États. Donc je vais retracer rapidement cette évolution avant de me tourner un peu vers
dresser une sorte de bilan et me tourner un peu vers l'avenir sur ce point-là. Alors, quel est le chemin parcouru jusqu'à la création de ce corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dont nous allons parler plus en détail durant la suite de ce colloque? La chose est bien connue, mais je pense qu'elle mérite d'être rappelée ici. L'agence Frontex doit son existence principalement à la création de l'espace Schengen. Cet espace, au sein duquel les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés pour être reportés à ses frontières extérieures, a été créé dans le but de faciliter la circulation des biens économiques dans le marché intérieur, mais aussi d'étendre aux individus, hors de tout aspect économique, les avantages de la liberté de circulation. Ce faisant, les États, en créant cet espace Schengen, ont créé des solidarités de fait. Puisque si chaque État parti à cet espace Schengen continue d'avoir des frontières extérieures, à minima les aéroports, les gares, il n'en demeure pas moins que les États qui sont situés aux frontières extérieures, aux limites extérieures de cet espace, ont une responsabilité particulière, puisque ce sont eux qui contrôlent l'essentiel de l'accès au territoire partagé. Et comme leur décision d'admettre ou de ne pas admettre une personne sur leur territoire national est susceptible d'emporter des conséquences sur l'ensemble de l'espace Schengen, il était nécessaire non seulement de fixer des règles communes d'admission sur le territoire, ce que fait en partie le Code frontière Schengen, mais aussi de créer une entité chargée de coordonner les actions des États dans l'application de ce Code frontière Schengen. Et ce sera l'agence Frontex, qui sera créée en 2004 pour ce faire. Sa mission générale à l'époque est, je cite, d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Pour ce faire, elle pourra s'appuyer sur un certain nombre d'instruments, elle peut monter des opérations conjointes avec les États de surveillance des frontières, elle peut mettre en place des formations, d'accord ? Mais elle est pour l'instant une agence qui a des pouvoirs qui sont relativement limités. Du strict point de vue de l'intégration européenne, la création de l'agence Frontex constitue une avancée indéniable, parce qu'elle a permis d'initier en fait l'exercice en commun d'une nouvelle compétence pour l'Union, c'est la question du contrôle opérationnel des frontières, et donc de l'accès à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Mais il est cependant apparu assez rapidement que les États n'avaient pas apprécié à leur juste valeur les solidarités de fait découlant de la création de l'espace Schengen, et peut-être qu'ils n'avaient pas non plus très bien apprécié les conséquences inévitables de la géographie européenne. Parce que face à l'augmentation du nombre d'arrivées de migrants aux frontières sud de l'Europe, le choix a été fait de progressivement renforcer les pouvoirs de Frontex, en lui permettant de mener, à partir de 2007, des actions d'assistance opérationnelle aux États, les fameuses RABIT, je me demande bien qui a trouvé cet acronyme, d'initier seul, à partir de 2011, des opérations conjointes, c'est-à-dire sans accompagner nécessairement les États, dont elle va pouvoir définir les principaux paramètres, pour lesquels elle va disposer de personnel détaché des États explicitement dans ce cadre-là, et puis elle va pouvoir aussi bénéficier d'un matériel dédié. Et enfin, de nouer des relations de coopération avec les autres agences de l'Union européenne pour exercer au mieux ses missions. Pour le dire simplement, les États ayant par ailleurs, lui ayant rendu possible l'intervention dans le cadre des mécanismes de retour. Donc dans le cadre de l'application de la directive retour 2815, l'agence Frontex a la possibilité de s'occuper elle-même, en collaboration avec les États, des opérations de retour des migrants en situation irrégulière. Donc, pour le dire simplement, l'agence Frontex, elle s'est vue progressivement confier un rôle central dans la mise en œuvre de la politique migratoire, si tant est qu'on puisse vraiment parler de politique migratoire, on en reparlera tout à l'heure, ce qui lui a permis en fait de justifier le renforcement de ses pouvoirs opérationnels. Donc l'agence Frontex, progressivement, a vu ses pouvoirs opérationnels se renforcer. Cette première phase d'évolution, avec les règlements de 2007 et 2011, s'est toutefois révélée insuffisante face à l'augmentation sans précédent du nombre de migrants se présentant aux portes de l'espace Schengen, principalement causée par la multiplication des conflits hors de l'Union européenne. Je pense notamment à la Syrie, à l'Afghanistan, à l'Irak. Et effectivement, avec un peu plus d'1 million d'arrivées sur le territoire européen en 2015 contre 200 000 en 2014, il y a vraiment eu un pic d'arrivée de migrants sur le territoire européen. Ce qu'on a appelé alors la crise migratoire a forcé l'Union et ses États membres à faire à nouveau évoluer l'agence Frontex. Donc cette crise migratoire, dont les effets se font encore sentir, a été double. Et ça permet de mieux comprendre la réforme de l'agence Frontex. D'une part, donc, l'afflux de migrants a conduit à un engorgement des mécanismes de contrôle des entrées et d'examen des demandes d'asile, avec des conséquences déplorables sur la situation des migrants eux-mêmes. Donc cette crise est avant tout une crise humanitaire. D'autre part, durant cette période,
certains États ont purement et simplement décidé de fermer leurs frontières intérieures. Lorsque l'un d'entre eux, l'Allemagne, a osé annoncer qu'elle souhaitait qu'elle octroierait l'asile à tous les migrants pouvant se prévaloir d'une nationalité syrienne. Donc, lorsque l'Allemagne a annoncé ça, toute une série d'États ont dit « Ok, nous, on ferme nos frontières intérieures ». Et donc, ce qui est en cause ici aussi, en plus de cette crise migratoire, c'est l'existence même de l'espace Schengen. Puisque si tous les États ferment leurs frontières intérieures, il n'y a plus d'espace Schengen. Et donc, c'est dans ce contexte de double crise, finalement, même en s'en tenant uniquement à la crise migratoire, que suite à une proposition de la Commission de 2015, les États vont s'accorder à un nouveau renforcement des capacités opérationnelles de l'agence, censé devenir le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mais qu'on continue à appeler Frontex, nous dit le règlement. Donc il y a une sorte d'incertitude de ce point de vue-là. En tout cas, réforme qui apparaît avec le règlement de 2016, le règlement 1624-2016. Alors, qu'apporte ce règlement? On ne va pas ici voir en détail les différents aspects, puisqu'ils seront abordés par les intervenants dans la suite du colloque. Mais je voudrais simplement insister sur le fait que cette nouvelle agence Frontex constitue un progrès indéniable du point de vue de l'intégration européenne, puisque ici, on place le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen sous la responsabilité partagée des États et d'une agence de l'Union européenne. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, le contrôle opérationnel de l'accès au territoire national, qui est quand même un attribut essentiel de la souveraineté des États, il est géré en partie par une organisation internationale. Ce qui constitue un événement quand même important. Ce n'est pas tous les jours que les organisations internationales se retrouvent à gérer l'accès à un territoire. À cet égard, je voudrais formuler 2 remarques sur cette évolution. La première est bien connue, c'est que cette évolution de l'agence Frontex, cette avancée de l'intégration européenne, confirme que l'intégration européenne progresse essentiellement grâce aux crises qu'elle et surtout ces États traversent. Ce n'est bien souvent que lorsque les États ont le dos au mur qu'ils acceptent de faire progresser l'intégration européenne. Ce constat, on l'a pu le faire également en matière de lutte contre le terrorisme, puisque ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui ont conduit l'Union européenne à développer le mandat d'arrêt européen, par exemple, et de resserrer la coopération en matière pénale. Dans un domaine assez différent, la crise de la zone euro a conduit au renforcement des pouvoirs des institutions européennes en matière monétaire et bancaire. Donc il y a vraiment cette idée selon laquelle, quand il y a une crise, l'Union européenne fait progresser l'intégration parce que les États, à un moment, se disent qu'ils n'ont pas le choix, à cause toujours de ces solidarités de fait. Seconde remarque, il me semble que cette agence Frontex, la version corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, revêt une forme de dimension expérimentale. Une sorte de laboratoire, je parle sur le plan technique, de la mécanique juridique, une sorte de laboratoire de ce que pourrait être une future hypothétique administration européenne, puisque l'Union européenne s'appuie essentiellement sur le principe d'administration indirecte, c'est-à-dire sur les administrations des États, et ici, on a le développement d'une nouvelle exception à ce principe d'administration indirecte. Il y a une exception qui est bien connue, c'est la politique de concurrence. Et là, on a une nouvelle exception qui est en train de se mettre en place. Peut-être qu'elle pourra être déployée plus tard, si les États n'ont pas le choix, c'est souvent comme ça que ça se passe, dans d'autres domaines. Je pense par exemple à la politique de sécurité et de défense commune, notamment en matière de lutte contre la piraterie maritime. Peut-être que l'Union européenne pourrait développer des actions en la matière, ou aux évolutions qui sont déjà en cours, toujours dans le domaine monétaire et bancaire. Donc Frontex, finalement, est le résultat presque idéal de cet effet de spillover qui caractérise la méthode fonctionnaliste et donc pourrait être en mesure de susciter d'autres évolutions de l'intégration. Mais il y a peut-être une question qu'il faut se poser, il y a certainement une question qu'il faut se poser à ce stade-là, c'est dans quel but? C'est-à-dire, Frontex, pourquoi faire? Et de ce point de vue-là, il me semble que l'agence Frontex, c'est en même temps qu'elle est l'exemple idéal des vertus du fonctionnalisme, elle en illustre aussi les travers. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnalisme ne nécessite pas de connaître la direction suivie. Il se contente de faire progresser mécaniquement l'intégration européenne au travers de dispositifs techniques. Donc on peut parfaitement coupler cette méthode à une ligne claire définie par les États, mais on peut aussi faire sans. Et c'est malheureusement le cas s'agissant de l'agence Frontex. Faute pour les États de s'être entendus sur la question, laissant finalement ouvertes 2 questions essentielles. À quoi doit servir cette agence Frontex? Et quelle place, dans ce cadre, accorder aux valeurs de l'Union européenne? Alors d'abord, l'agence Frontex, pourquoi faire? Il y a, il me semble, ici une indétermination assez importante lorsqu'on creuse un peu. Parce que l'article 1er du règlement de 2016, il annonce finalement, qui donne les objets de cette agence Frontex, il annonce, pour faire très simple, que l'agence Frontex va devoir gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures. Ok. Mais finalement,
Le fait d'assurer le contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen ne fait pas une politique. Le simple fait de contrôler les accès n'est pas en soi une ligne politique. Finalement, ce n'est censé normalement être qu'un moyen au service d'objectifs politiques déterminés qui peuvent être définis ailleurs que dans le règlement Frontex, bien évidemment, mais qui a priori doivent ou devraient être déterminés. Or, l'Union, collectivement, et principalement les États finalement, n'a pas défini quels étaient ses objectifs en la matière. Qui admettre sur le territoire, qui refuser, pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Autant de questions, à mon sens, sans réponse ferme. D'ailleurs, quitte à se poser des questions sur cet aspect-là. Pour quelles raisons faut-il surveiller les frontières? Quels sont les buts qui sont visés par la surveillance des frontières? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas forcément alternatif, mais la lutte contre la criminalité transfrontière, le sauvetage en mer des migrants qui tentent de passer en Europe sur des navires de fortune par la Méditerranée. Est-ce que c'est la lutte contre l'immigration? Quelle forme d'immigration? D'accord? Quels peuvent être les apports, les dangers de la migration vers l'Union européenne? Souhaite-t-on transformer l'Europe en forteresse, l'ouvrir au monde? Toute une série de questions qui sont censées, en fait, à partir des réponses à ces questions, on peut avoir une ligne politique définie pour l'Union européenne, mais de mon point de vue, il n'y a pas de réponse claire qui ait été formulée ici par les États. Ça signifierait qu'il y a un choix politique fort en la matière, et à mon sens, il n'y en a pas pour l'instant. Ça, c'est la première mission que confie cet article 1 à l'agence Frontex. La deuxième mission, qui est un petit peu plus implicite, c'est celle de sauver l'espace Schengen, en restaurant la confiance entre États. L'agence Frontex doit ainsi s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, nous dit l'article 1, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes. Pas évident d'arriver à tout concilier. Parce que, en creusant un peu, on peut se poser une question quand même. L'idée, c'est de sauver l'espace Schengen en rétablissant la confiance mutuelle entre États. Très bien, mais de quelle confiance mutuelle s'agit-il ici? Est-ce que c'est la confiance mutuelle qui est relative à la protection effective des droits fondamentaux dans chacun des États membres, qui fonde le système du mandat d'arrêt européen ou le mécanisme Dublin? Je renvoie à ce qu'a dit la Cour de justice dans les arrêts NS ou Jérémy F. Ou s'agit-il ici plutôt d'une confiance dans la capacité de chacun des États à s'assurer que son voisin ne laissera pas passer des migrants susceptibles de venir déposer une demande d'asile chez lui? Est-ce que c'est les deux? Et si c'est les deux, comment est-ce qu'on fait pour concilier ces deux aspects-là? Pour que la difficulté qu'il peut y avoir à concilier ces questions apparaisse clairement, je peux prendre un exemple un peu plus précis. À suivre cet article 1, l'agence Frontex donc, devrait, par son action, rassurer certains des États membres qui ont rétabli les contrôles à leurs frontières intérieures parce qu'ils ne souhaitaient pas voir sur le territoire s'installer, voire même simplement passer des migrants soupçonnés, souvent en raison de ne pas être chrétiens, que non, leur identité n'est pas menacée par des migrants musulmans. C'est ce que dit monsieur Orban. Donc comment rassurer des États qui en fait veulent simplement qu'aucune personne n'étant pas de religion chrétienne vienne s'installer sur leur territoire et en même temps respecter les droits fondamentaux? Extrêmement compliqué. Là aussi, pas de ligne claire en la matière. Bref, il y a de nombreuses questions qui devraient être posées, mais qui ne l'ont pas été, et donc pour lesquelles on n'a pas de réponse. L'indécision des États, l'impossibilité qu'ils semblent rencontrer à dégager une ligne directrice partagée conduit à ce que l'action de cette agence Frontex, finalement, se concentre sur le plus petit dénominateur commun entre eux, à savoir la lutte contre l'immigration irrégulière. Et donc qui conduit l'agence Frontex à s'intéresser essentiellement aux diminutions du nombre d'entrées et à l'augmentation du nombre de retours, pour faire simple. Bref, Frontex est un outil qui pourrait jouer un rôle déterminant dans une véritable politique de gestion des frontières de l'Union, mais pour ça, encore faudrait-il que les États se mettent d'accord sur cette politique-là. Alors, dans cette situation d'indécision, et j'en terminerai par là, quelle place peuvent avoir les valeurs? Car oui, effectivement, l'Union européenne, elle est fondée sur des valeurs qui sont inscrites à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qui s'expriment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et parmi ces valeurs, en fait, on retrouve résumé le triptyque du Conseil de l'Europe, démocratie, état de droit, droit de l'homme. Mais ces valeurs, en toute logique, elles devraient, logiquement, si elles fondent l'Union et son action, elles devraient innerver la politique migratoire de l'Union. Et par conséquent, l'action de l'agence qui met en œuvre cette politique. Donc Frontex doit logiquement respecter ces valeurs. Je pense que nous y reviendrons amplement vendredi après-midi. Le considérant 49 du règlement rappelle l'importance, d'ailleurs les valeurs sont ici mentionnées clairement, le considérant 49 du règlement de 2016 parle des valeurs. Et puis dans le règlement de 2016, il y a toute une série de dispositions qui concernent la protection des droits fondamentaux. Cette question sera aussi abordée demain après-midi. Et effectivement, on peut constater que les évolutions des pouvoirs de l'agence ont été accompagnées d'une mise en avant croissante des droits fondamentaux. L'agence semblant réellement s'efforcer de déployer des actions
dans le respect de ses droits, autant que possible. Mais plus généralement, la préservation de ces valeurs devrait littéralement fonder son action. Par exemple, le principe de dignité de la personne humaine, il aurait dû conduire à ce que dans le règlement de 2016, on mette en avant l'importance des opérations de sauvetage en mer avant le contrôle des frontières. Les deux ne sont pas incompatibles, que ce soit bien clair, les deux ne sont pas incompatibles, et les missions de sauvetage font indéniablement partie des missions de l'agence Frontex. Mais dans la formulation du règlement, ça apparaît comme des missions secondes, alors que, en toute logique, les États auraient dû insister pour que celles-ci apparaissent comme des missions premières. Autre valeur, qui aurait pu s'exprimer là-dedans, c'est le principe de solidarité. L'importance en matière migratoire a d'ailleurs été récemment rappelée par la Cour de justice dans son arrêt Slovaquie et Hongrie contre Conseil concernant les quotas de relocalisation de migrants, enfin de demandeurs d'asile plus précisément ici. Ce principe de solidarité, il devrait évidemment jouer donc vis-à-vis des migrants déjà, et ensuite entre les États membres. Or, il est évident que ce n'a pas été le cas, et jusqu'à présent ce n'est pas le cas. À cet égard, comment Frontex peut-elle poursuivre la mission principale que lui ont assignée les États, à savoir limiter l'arrivée de migrants en situation irrégulière sur le territoire de l'Union, quitte à, Théodore Christakis en parlait tout à l'heure, quitte à externaliser les contrôles, à les repousser en dehors de l'Union européenne, tout en respectant les droits fondamentaux inscrits dans la charte, à savoir le droit d'asile, article 18, la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, article 19. Il y a vraiment une véritable incompatibilité entre ce qu'on demande à l'agence Frontex et les principes qui devraient fonder son action. Alors, je pourrais m'arrêter là sur le constat d'une agence Frontex qui est le résultat d'un fonctionnalisme sans réel cap, sans âme, produit des fameuses solidarités de fait. Ça serait à mon sens ça serait tout de même un constat à la fois injuste et qui passerait à côté de l'essentiel. Injuste car finalement, Frontex n'a pas démérité dans la poursuite des tâches qui lui ont été confiées par les États. De ce point de vue, il s'agit d'un outil. On parle à son égard d'agence opérationnelle. Outil plutôt efficace, même s'il a ses limites. Mais surtout, s'arrêter à ce constat reviendrait finalement à laisser de côté la responsabilité des États membres. Or, il me semble que l'essentiel des critiques qui peuvent être formulées à l'encontre de Frontex et de son action, et elles seront formulées, doivent être adressées d'abord et avant tout aux États. C'est finalement leur refus d'envisager la migration autrement que comme une menace. C'est leur refus de donner corps à la solidarité censée régir les politiques relatives au contrôle aux frontières, à l'asile et à l'immigration. C'est également leur refus, en un mot, de faire le choix de concilier les valeurs fondatrices de l'Union avec des orientations politiques clairement établies qui expliquent la situation migratoire actuelle et les difficultés que rencontre l'agence Frontex et les conséquences qui se font sentir sur les migrants. Finalement, cette fameuse crise migratoire pourrait bien n'avoir été que le prélude de la non moins fameuse crise des valeurs que traverse actuellement l'Europe, surtout du côté Est, on va dire, et qui met en évidence l'adhésion toute relative de certains États membres aux valeurs de respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Mais il paraît que l'intégration européenne progresse au travers des crises, donc nous pouvons rester optimistes. Merci.